Chers amis, bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai pas de fond, vous voyez, parce que OBS marche très mal sur Windows. Il marche pas beaucoup mieux d'ailleurs sur Apple, hein, je vous le dis tout de suite, hein, il y a des problèmes, je sais pas pourquoi, mais bon. Ben, vous aurez un fond un petit peu anarchique, hein, pardonnez-moi de ce petit désordre, mais c'est indépendant de ma volonté. J'espère que vous allez bien, chers amis, que tout se passe très bien chez vous. Moi ici, tout se passe bien, tout va bien. À Vitré, nous avons un temps un petit peu gris, hein. C'est vrai qu'on est en automne. Ne nous plaignons pas trop quand même. Mais enfin, bon, écoutez, il fait pas très chaud ce matin. Nous avons. Alors, moi ici, J'ai quoi? J'ai 11 degrés. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. Mais ça, c'est Windows, hein, que voulez-vous que je vous dise? Je n'y peux rien. Oh là là, quel désordre. Mais quel désordre. Oh là là là. Quel désordre, chers amis. Je vais appuyer sur un truc que je ne peux pas. Oh là 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 là, que c'est pénible. Oh là là. Bon, écoutez. Oh, il me fait n'importe quoi. Bon, n'oubliez pas de vous abonner, chers amis, de partager cette vidéo. Ah ben si, tiens, peut-être je vais pouvoir mettre effet... Ben si, effet numérique, tiens, il apparaît tout d'un coup. Bon. Oh là 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 là. Windows, tu me gonfles. Pardon, excusez-moi de cette vulgarité, mais c'est vraiment pas... C'est pas agréable. Je peux rien mettre. Je peux rien mettre. Rien. Alors, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je vais choisir? Bon, nous allons choisir une image devant vous, chers amis. Pardonnez-moi. Oh là 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 là. Oh, que c'est gonflant. Que c'est casse-pied. Non, ça marche pas. Eh ben non, ça marche pas. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. Je veux mettre un truc là, un arrière-plan, vous voyez, et je peux même pas le mettre. Enfin, je cherchez pas à comprendre, c'est comme ça. Bon, allez, on s'en va avec ça là, parce que là, ça me. C'est pas la peine de mettre des paramètres s'ils ne donnent pas la mesure de ce que je veux. Non, vous voyez, ça marche pas. Ça ne marche pas. Je comprends pas. Bon, allez, on s'en va. Voilà, chers amis, bon, voilà, ce matin c'est terrible. Alors nous en étions à la. Bon, allez, je vais aller carrément sur le sujet parce que je ne trouve pas. Alors nous allons sur le Premier Empire. Voilà, chers amis, décidément, ce matin c'est un brouhaha. Ces ordinateurs, ça vaut que dalle, ça vaut vraiment. On devient indépendant de ces objets, de ces objets dont autrefois on n'avait vraiment pas besoin pour communiquer. Aujourd'hui, bon. Alors Napoléon Bonaparte, voilà le portrait de celui qui dirige la France depuis 1804 jusqu'en 1800, 1800, 1800, 1821 exactement. Non, 1822, pardon. Ça c'est les 100 jours, oui, autant pour moi. Hier on a vu le premier interrègne de Napoléon Bonaparte, 9 novembre 1799 et 18 mai 1804. Là, il avait régné 5 ans environ, en faisant beaucoup de guerres et beaucoup de pertes d'hommes, hein, comme je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit hier, excusez-moi, ma voix est un peu enrouée. Alors, premier consul depuis 1799, on l'a lu, il devient empereur, bon, etc. Alors, la constitution de 1804, dont il a établi lui-même, approuvé par plébiscite le 6 novembre. Bon, je l'avais lu, je crois. Il est sacré à Notre-Dame de Paris. Le 2 décembre, déchu par le Sénat le 3, le 3 avril 1814. Il abdique le lendemain en faveur de son fils Napoléon II, que voici.
le 6, puis le 6, il abdique sans condition, bon, etc., etc., etc. Alors nous allons nous pencher sur Napoléon durant les 100 jours. Les 100 jours, comme vous pouvez le compter vous-même, il n'a pas été bien, 1814, c'est quoi ça? Non, c'est ça les 100 jours. 15 août 1700, non, oh, décidément. Bon, enfin bref. Ah mais je me suis trompé, non, je ne me suis pas trompé. Donc c'est durant ces 100 jours que le premier consul du pays des fromages. Alors on va un petit peu lire ce qu'est le premier consul. Oh, le consulat provisoire. Le consulat est un régime politique du pays des fromages depuis le coup d'État du 18 Brumaire 8 novembre 1799 jusqu'à la proclamation du Premier Empire le 18 mai 1804 par Napoléon Bonaparte. La constitution de l'an 8, voilà c'est celle-là, établit alors un régime autoritaire dirigé en théorie par 3 consuls. Il est en réalité dirigé par le premier consul lui-même, Napoléon Bonaparte, qui deviendra consul à vie en 1802. Le consulat par suite au régime du directoire. Voilà. Alors, qu'est-ce que le directoire? Est un régime politique français de type dictatorial, évidemment, en place durant la Première République, du 4 Brumaire en 4 au 18 Brumaire en 8. Il tire son nom du directoire, c'est-à-dire l'ensemble des 5 directeurs chefs du gouvernement qu'on a vu précédemment, entre lesquels le pouvoir, etc. On l'a vu précédemment pour le directoire. Alors, et dure jusqu'à la fin de la Première République française. Bon, le consulat provisoire, après le coup d'État du Brumaire, bon, ça c'est, on l'a vu, c'est donc 1789, voilà. Un consulat se met en place avec Bonaparte, Sieyès et Ducos. Les assemblées ont désigné chacune une commission pour les affaires judiciaires courantes et pour la préparation d'une nouvelle constitution. Waouh, 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 waouh. Qui fut appliquée le 4 niveaux en 8, 26 décembre 1799. Ça, c'est la première constitution. On va la voir. Est-ce que nous ne l'avons pas ici? Bon. Oui, bon voilà. Alors, les courantes. Bon. Les idées de CIS imprègnent les projets. Donc, après plusieurs années d'instabilité sous le directoire, notamment, bon, ça on a vu, il s'agit avant tout de renforcer le pouvoir exécutif. Voilà, un des 3 pouvoirs avec le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Ah oui, il y a 3 pouvoirs, c'est vrai, j'ai oublié. Constituant l'État dans un régime démocratique respectant la séparation des pouvoirs. Vous avez bien entendu, la séparation. Il est chargé de gérer la politique courante de l'État et d'assurer l'application de la loi élaborée. Très intéressant, voyez-vous. On va aller ici, c'est très important. Ça, je vais le noter. Voilà, je vais le mettre de côté. Je reviens en arrière. Hop. Alors, et de faciliter le fonctionnement du régime. Bon. De nombreuses séances ont lieu en novembre et début décembre. Décembre, Bonaparte intervient pour accélérer les choses. La constitution de l'an 8, d'accord. La constitution de l'an 8 est rédigée par Donou. Voilà qui est Donou, vous voyez. Qui a déjà rédigé la constitution de l'an 3.
fonde le directoire. Bon, Deneau appartient au groupe des idéologues. La Société des idéologues est un groupe de penseurs fondé par Antoine Destutt de Tracy vers 1795, dont il fut le chef alors qu'il était sénateur. Des républicains libéraux, voilà. La République est un mode d'organisation, d'accord, bon. Libéraux hostiles au jacobinisme, décidément, chacun se bat de son côté. La nouvelle constitution renforce l'exécutif et le pouvoir de représentation est confié aux seuls notables, même si le suffrage universel n'est pas officiellement aboli. Le suffrage universel, oui. La constitution de l'an 8 marque une rupture avec les constitutions précédentes. On n'y trouve aucune référence aux droits de l'homme ou à la défense des libertés. La constitution de l'an 8, on revient un petit peu en arrière, chers amis, de l'an 8. 22 Brumaire, est un texte constitutionnel adopté 1799. Oui, c'est vrai que là, la constitution de l'an 8 n'a rien à voir effectivement avec ce que nous avons vu précédemment. C'est-à-dire que la constitution 1789, pardon, a été modifiée, donc changée par la constitution de l'an 8, par Napoléon lui-même. Bon, pas seulement lui, mais en fait c'est à sa demande, un peu empressé, voyez-vous. Bon, ben voilà, écoutez, je vous laisse poursuivre le reste de voilà, les premiers pas du consulat. Le consulat est officiellement installé le 1er janvier 1800. 11 niveaux en 8, après que le premier consul, Napoléon Bonaparte, s'est adjoint le 13 décembre 1799. Un deuxième consul, l'ancien député régicide Cambacérès. Faudrait qu'on voit un petit peu cet homme. Cambacérès, oui, effectivement. Il est un régicide, évidemment, ça. Le régicide désigne en premier lieu l'assassinat d'un monarque, ainsi que l'auteur de cet acte. La victime peut être un roi, comme le suggère l'étymologie du mot, mais aussi un empereur. Cambacérès, je vais noter son truc, là, je vais noter là, ça fait beaucoup de... Bon, bref. On va pas trop regarder. Député lors de la Convention, c'est un spécialiste en droit qui fut ministre de la Justice sous le Directoire. Un troisième consul, Lebrun. Voilà, Lebrun, duc de Plaisance, né le 19 mars 1739 à la Bouchelière, hameau de Saint-Sauveur, Landelin, dans le diocèse de Coutances, dans la Manche, pardon. Est mort le 16 juin, etc. 1924, dans ce même Yveline, est un homme d'État français. D'accord, bon. C'est un partisan de la monarchie modérée et un spécialiste des finances. On remarque que Bonaparte s'entoure de deux hommes qui ont des sensibilités différentes dans un souci de réconciliation nationale. Dans les rangs du Conseil d'État, on retrouve des proches de Bonaparte et le Sénat est présidé par Sieyès. Il copte les sénateurs dans les jours qui suivent. L'Assemblée est assez... Excusez-moi, chers amis, je lis très mal parce que je ne vois pas très bien. L'Assemblée est assez mitigée à l'égard de Bonaparte. En l'absence de liste de notabilité, c'est le Sénat qui choisit les députés. Maintenant c'est le vote, bien sûr. On privilégie d'anciens révolutionnaires pour permettre une opposition face à Bonaparte. Au début de 1800, le consulat est donc... est donc en place, mais encore s'agit-il de trouver un rythme et mettre en œuvre une politique qui lui permette de durer.
Alors, quelle était l'œuvre du consulat? Ben ça, vous en savez un petit peu quelques mots, hein. Je vous ai donné quelques informations. La préfecture, les préfets, la Cour constitutionnelle, le Sénat, qui n'existait pas avant le consulat, je rappelle, hein. Il n'y avait que l'Assemblée constituante puis l'Assemblée nationale, mais, enfin même pas nationale, c'était la Chambre des députés. La pacification de l'Ouest, à l'ouest du pays, l'état de guerre civile permanente causé par l'insurrection royaliste constitue un dossier prioritaire pour le nouveau gouvernement. Oui, Napoléon mettra fin à la terreur, notamment aux terreurs dans, le, dans, le, dans, le, dans les départements de la Vendée, n'est-ce pas? La stratégie suivie pour ramener l'ordre conjugue l'usage de la force contre les insurgés extrémistes et le pardon pour les plus modérés. Lance référence. Dès le 13 novembre, l'abrogation de la loi sur les otages libère les familles des émigrés, retenus en représailles, favorisant la division du camp contre-révolutionnaire. Sur le terrain, le général Hélouville, voilà, était un militaire diplomate et homme politique français des 18e et 19e siècles, d'accord. Obtient une suspension d'armes des royalistes le 23 novembre. Voilà un petit peu les œuvres. Bon, rétablir la paix, hein, c'était l'œuvre de Napoléon, mais on sait comment il a rétabli la paix, hein. Ouais, bon. Mais enfin, il a réussi à pacifier l'église. Alors, une église à sa botte, hein, évidemment. Ça s'appelle le Concordat, hein. Si vous en souvenez, vous les Alsaciens et les Lorrains, vous savez de quoi il en est. L'encadrement de la société, Bonaparte souhaite codifier les règles de la société, reconstruire un lien social après la destruction de la société d'ordre de l'Ancien Régime. Appelé usuellement le Code civil, Code Napoléon du napoléonien, est un code juridique très intéressant, ça, le Code civil, là. N'est-ce pas? Article 1, notamment. Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français en vertu de la promulgation ayant été faite par le premier consul. Elles sont exécutées dans chaque partie de la République du moment où la promulgation en pourra être connue. La promulgation faite par le premier consul, on ne peut pas l'avoir, sera réputée comme dans le département où siégera le gouvernement. Oui, ça c'était la Constitution. Avant qu'elle soit droit coutumier, droit écrit. Jacques Marquis de Malville, président du tribunal de cassation, Auguste Gaspard. Ah, zut, excusez-moi, je reviens en arrière. Qu'est-ce que c'est que ça? Baron Boucher, dénoyé 1701. Voilà, un musée de. On peut voir derrière le magistrat un volume du Code Napoléon. Derrière, on voit rien. Bon. Recueil des lois composant le Code civil. Alors, voilà un petit peu, regardez Napoléon dans toute sa gloire, hein. Napoléon Ier, couronné par le temps, a écrit le Code civil par Jean-Baptiste Mazès, 1833. Très intéressant, n'est-ce pas? Bon, on arrête là. Alors, le Code civil, il sera bon, je vais le noter. Je reviens en arrière, chers amis. Alors, l'encadrement de la société, bon, on l'a vu. La mise au pas de l'opposition, bon, vous savez que voilà, en 1802, le pouvoir législatif est complètement éteint et le consulat verse dans l'autoritarisme. Voilà. Faisant peu de place aux oppositions. Oui, ça, Napoléon n'aimait pas trop les opposants. Il fallait les mettre à sa botte, enfin à la botte de l'Empire, mais enfin de lui, quoi, évidemment. Alors,
Hostile au coup d'État dit 18 Brumaire, les Jacobins souhaitent mettre Bonaparte hors la loi, mais il se trouve parmi les premières victimes de la réaction qui succède au coup d'État. Bonaparte prend un certain nombre de mesures pour écarter de la vie politique les opposants les plus farouches. Il fait publier une liste de 34 députés qui sont bannis, 19 étant emprisonnés. L'ensemble du mouvement jacobin est contrôlé par la police, mais en même temps, Bonaparte cherche à se rallier le maximum d'entre eux. Il se présente comme l'héritier des principes de la Révolution. Oui, effectivement. Alors c'est vrai que les jacobins ne voulaient pas d'un empereur, mais parce que de l'empereur, puisque l'empereur voulait allier à la fois la monarchie modérée et en même temps les mécontents de la monarchie absolue. Donc il voulait à la fois, vous voyez, Napoléon voulait composer avec tout le monde, y compris avec l'Église, mais vous savez de quelle manière, je vous l'ai dit à l'instant, avec le Concordat qui met un petit peu une muselière au Vatican. Vous voyez, pour l'ingérence que le Vatican faisait par rapport autrefois sous l'Ancien Régime, où c'est le Vatican qui nommait les principaux cardinaux, notamment, et ceux du pays des fromages, bien sûr, des pays francs. Hein. Et Napoléon voulait mettre fin à tout ça. Bon. La lutte contre l'opposition libérale, alors là, c'est pareil. Ceux qui sont trop libéraux n'étaient pas les bienvenus, puisque, bien entendu, entre les ultras, les jacobins et les libéraux, bon. Benjamin Constant de Rebec, né le 25 octobre à Lausanne. Ah oui, je l'avais dit quelques mots. Bon, français d'origine suisse, évidemment, vaudoise. Bon, un libéral prend la tête de l'opposition dont il est le porte-parole, ça c'est Benjamin Constant. Hein. Il proteste contre les atteintes à la liberté. Voilà. Napoléon n'a que faire de la liberté, lui, hein. Enfin, à sa façon, à sa manière. Voilà, en 1802, Bonaparte prend en main les assemblées, vous voyez. Il est fondamentalement hostile au parlementarisme, pardon, le régime parlementaire. Les régimes parlementaires sont des régimes politiques constitutionnels caractérisés par l'équilibre entre les pouvoirs du cabinet ministériel et ceux du Parlement. Le cabinet est politiquement et collectivement responsable devant le Parlement. Enfin, voilà. Dès 1802, il prend la décision d'épurer les assemblées, un cinquième des tribuns. Le tribunat était l'une des 4 assemblées avec le Conseil d'État, le corps législatif et le Sénat, conservateur institué sous le consulat par la Constitution de l'an 8. Il a été installé officiellement le 11 niveaux en 8. Bon voilà, chers amis, un petit peu ce que j'avais à vous dire. Alors le contrôle des Lumières. Allons-y, allons-y. Les philosophes des Lumières, vous vous rappelez, institué en 1795 par la République, en remplacement des anciennes académies royales, l'Institut de France, chargé, chargé de recueillir les découvertes et de perfectionner les arts et les sciences. Bon. La restriction des libertés publiques, oui, alors là, bon, bref, le consulat conserve le ministère de la police entre les mains de Fouché. Alors là, oui, il fallait faire attention. Hein. Vous voyez, regardez le film Les Misérables pour connaître un petit peu la, la- la- comment dire, comment les libertés étaient contrôlées. Hein. Ça, c'est un fait que Napoléon n'a pas été un libéral, hein, c'est au moins qu'on puisse dire. Celui-ci exerce sur le royaume une emprise facilitée par diverses opérations organisées contre le brigandage. Et l'insécurité, le brigandage. Le brigandage désigne les crimes commis avec violence et à main armée, le plus souvent par des malfaiteurs réunis en troupes ou en bandes, hein, on dirait aujourd'hui. Ce terme, qui est un peu l'équivalent de la piraterie sur terre, hein, est utilisé pour qualifier les vols, les viols, les asservissements qui ont lieu depuis l'Antiquité. Oui, ça, c'est pas, ça date pas d'hier. On peut en parler, mais bon.
Un véritable système policier se met en place pour contrôler les opposants. On procède à des arrestations préventives, comme celle du marquis de Sade, par exemple. La liberté, alors que le marquis de Sade était un pro-révolutionnaire. Les libertés d'expression, de circulation et de réunion sont limitées. Alors, le brigandage, voilà, je vais noter ça, je dirai quelques mots dans un temps ultérieur. Voilà. Alors, vers l'Empire, qui c'est ça? C'est Bonaparte, oui, évidemment, en 1803. Hop là, pardon, pas François Gérard. Voilà, François Gérard, né le 4 mai 1770 à Rome, est mort. Bon, etc. Voilà, un petit peu, je parcours rapidement. Bon, après, c'est les notes, hein, c'est pas trop. Bon, les biographies, voilà. Voilà un petit peu, si vous voulez, chers amis, ce qu'était, ce qu'était, ce qu'est le, ce qu'est le consulat. Je vais le garder. Bon, on revient un petit peu en arrière. Voilà, on revient au personnage en couleur, à l'homme Napoléon Ier, Bonaparte, hein. Voilà un petit peu ce qu'il en a été de son règne en quelque sorte. Alors, c'est quoi ça? Je vais voir un petit peu. Contexte, le traité de Fontainebleau. Ouais, il faudrait dire beaucoup de choses, hein. Il est traité par lequel Napoléon Ier abdiquait sans condition après la victoire des puissances alliées dans la 6e coalition. Ouais, bon. Ça, c'est la première défaite, bien sûr, de Napoléon Ier en 1814. Après, en 1815, comme vous le savez, il y a les 100 jours. Bon, non, je vais peut-être rester un moment là. Voilà. Alors après, c'est les. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Siège de Toulon, le Vendémiaire, première campagne d'Italie. Ça, c'est dans la première partie de l'Empire napoléonien. Campagne d'Égypte, coup d'État du 18 Brumaire, deuxième campagne d'Italie, consulat, Empire, sacre, couronnement comme roi d'Italie, première campagne d'Allemagne, campagne de Prusse et de Pologne, guerre d'Espagne et invasion du Portugal, décidément, campagne d'Allemagne et d'Autriche, campagne de Russie. La campagne de Russie, c'est une défaite napoléonienne, hein, comme vous le savez. Guerre d'Espagne et invasion du Portugal, campagne d'Allemagne et d'Autriche, je l'ai dit, campagne de Russie, je l'ai dit aussi. Deuxième campagne d'Allemagne, campagne de France, première abdication, congrès de Vienne, exil à l'île d'Elbe, ça c'est le premier exil, hein. Donc, ah non, c'est le deuxième ça, Elbe. Non, le premier. Vol de l'aigle, expression usuellement consacrée pour évoquer le retour en France de Napoléon Ier depuis l'île d'Elbe, après le premier exil entre le 1er et le 20 mars 1815, entamant ainsi la période des 100 jours. Les 100 jours, voilà. Les 100 jours sont la période de l'histoire de France comprise entre le retour en France de l'empereur Napoléon Ier et le 1er mars 1815 et la dissolution de la commission de Napoléon chargée du pouvoir exécutif après la seconde abdication de Napoléon Ier le 7 juillet 1815. Je comprends pas là. C'est la seconde abdication ça? Ah bon. Campagne de Belgique, seconde abdication. Voilà, nous y arrivons. La seconde abdication de Napoléon Ier est l'acte par lequel l'empereur des Français, le 22 juin 1815, à l'issue des 100 jours et après la défaite de Waterloo, renonce au trône en faveur de son fils. Sa volonté ne sera pas exaucée et cette seconde abdication ouvrira la porte à la seconde restauration dont nous parlerons plus tard. Exil à Sainte-Hélène, voilà. L'exil de Napoléon à Sainte-Hélène,
se réfère aux 6 dernières années de la vie de l'empereur déchu à la suite de sa seconde abdication en 1815. Oui, il est mort en 1822, c'est ça. Au terme des 100 jours, se termina par sa défaite militaire pendant la bataille de Waterloo. Mort, voilà. La mort de Napoléon Ier survient le 6 mai 1821 à Longwood, sur l'île de Sainte-Hélène, durant son exil à l'âge de 51 ans. Elle est due à un cancer de l'estomac résultant d'une aggravation d'un ulcère. À partir des années 1950, certains auteurs ont contesté cette version. Ouais. Et on proposait quoi? Eh ben, on va le savoir tout de suite. À partir des années 50, certains auteurs ont contesté cette version et ont proposé une cause d'origine criminelle à la suite d'un empoisonnement à l'arsenic. L'intoxication à l'arsenic est un empoisonnement provoqué par l'arsenic, on le dit aigu ou chronique. Cette thèse est réfutée par les historiens spécialistes de Napoléon Ier. Ah, lesquels? On aimerait savoir. Lesquels? Voilà. Oui, bon, ben, on ne sait pas trop, hein. On sait que, voilà. Bon, écoutez, voilà, chers amis, je ne vais pas m'arrêter sur la disparition de Napoléon. Bien sûr, il y a beaucoup à dire, hein. C'est vrai que, voilà, bon, ben, sixième coalition, puis 100 jours, bon, ben, ça on l'a vu. Voilà, le portrait de Napoléon à Sainte-Hélène, sans doute. Oui, c'est sans doute à Sainte-Hélène, je suppose. Attendez, je vais lire un peu en dessous. Ernest I, Napoléon. Ah non, c'est en 1814. Eh ben oui, c'est à sa défaite. Napoléon signe son abdication à Fontainebleau le 11 avril 1814. Bien. Voilà, chers amis, on a terminé cette vidéo du jour. J'espère que elle vous a plu. Bon, je reste un peu succincte parce que... Alors, nous allons parler demain de la première restauration. Ah ben, attendez, qu'est-ce que j'ai fait là? Ben, je me suis trompé. J'ai refait la même vidéo. Bon. Oui, c'est bien ça. C'est donc... c'est ça, c'est donc celle-là. Voilà, ça c'est la photo du sacre. Enfin, la gravure, pardon. Alors, ah oui, il y a le premier empire, oui, pardon. Oui, pardon, je ne viole pas le déroulement de cette série. Donc, cette abdication, ben, elle se fera dans la douleur pour Napoléon, bien sûr, puisque cette abdication mettra fin définitivement à son empire, hein. Donc, et il y aura une restauration, voilà, avec Louis XVIII. Nous en parlerons dans la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, chers amis. Si c'est le cas, écoutez, mettez un pouce. Faites-moi des commentaires, partagez cette vidéo, activez la clochette. N'hésitez pas à me faire des commentaires, même s'ils ne sont pas dans le sens que je veux le définir. C'est à vous de voir, de me dire ce qui vous a plu ou déplu. En attendant, on se dit à très bientôt. Portez-vous bien, soyez heureux en famille. Bon, nous serons demain, quand la vidéo paraîtra le samedi, le 2 novembre. Alors, par avance, puisque là j'enregistre le 1er novembre, je souhaite une bonne fête
Pour les croyants de tous les saints, pour les autres, eh bien, ceux qui vont aller au cimetière, ben, fleurissez la tombe de vos parents, grands-parents ou de vos enfants chéris, de vos parents chéris aussi, bien sûr, évidemment. Les défunts doivent toujours rester dans la mémoire individuelle et collective d'une famille et de tout un peuple, hein, je dirais le peuple du pays du fromage, hein. Malheureusement, la famille disparaît pour laisser place à l'individualisme, c'est regrettable. La famille, c'est quand même quelque chose de sacré, non pas seulement pour les croyants, mais aussi, oui, pour les croyants sur le plan civil, sur le plan religieux, pour ceux qui sont religieux, hein, de croyance, pour pour l'ensemble civil aussi, hein, c'est très important. La famille, c'est la racine c'est votre sang, c'est tout, quoi, c'est un tout. Et bien sûr, soyez proches de vos amis aussi, dans la joie comme dans la douleur, puisque le 1er novembre, comme le 2, surtout le 2, hein, c'est plus le jour des morts généralement. Mais enfin, généralement, pour ceux qui travaillent, on fait tout un le jour du 1er novembre. Donc à la fois la joie et la peine, la douleur. Soyez proches avec vos amis, soutenez-vous les uns les autres. Soyez heureux et je vous dis à très bientôt, chers amis, portez-vous bien. Au revoir.